Je n'ai jamais voulu trouver le bonheur. On va dire, pour moi, c'est pas une finalité. Nous naissons et un jour nous allons mourir, et entre les deux, il faut faire beaucoup d'animation. L'ennui, c'est ne plus avoir de désir, en fait. C'est ne plus avoir envie. Mes journées ne se ressemblent jamais. On peut changer le sens des choses. De tourner la page dans l'autre sens parfois peut faire du bien. Je préfère presque l'incompréhension parce que ça me motive justement pour challenger encore les choses, pour aller au-delà. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans le podcast Storytown. J'ai le grand plaisir d'accueillir Joël Angianoumiarsou. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Peut-être j'ai l'habitude de commencer l'émission en demandant à l'invité de se présenter tout comme il se présenterait dans la vie de tous les jours. Bonjour. C'est un exercice difficile en même temps de se présenter quand on est un artiste, parce que c'est à la fois, on va dire, un métier, mais c'est aussi une attitude et c'est aussi une posture. Mais je vais tenter l'exercice en tous les cas. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je suis un artiste plasticien. Ça veut dire que je fais à peu près tout. Dans la définition d'un artiste contemporain, aujourd'hui, je fais à peu près tout. Mais mis à part ça, je ne chante pas, je ne danse pas, mais en tous les cas, je manipule plutôt des formes. Donc, de manière plus académique, je serais plutôt lié à l'idée d'une peinture et effectivement de la sculpture. Mais comme nous sommes dans un monde contemporain, donc les médiums ont un peu changé. Donc, je travaille beaucoup sur des installations. Je travaille aussi sur des sculptures, mais peut-être plus grandioses. Et encore une fois, dans ce rapport, on va dire contemporain, dans notre monde d'aujourd'hui, un artiste contemporain s'ouvre justement, on va dire, à d'autres matériaux, d'autres médiums, voire même des collaborations. Donc il m'arrive par exemple de travailler avec du papier, il m'arrive de travailler aussi beaucoup avec du textile, il m'arrive de travailler avec des collaborations avec des marques diverses. En tous les cas, j'utilise des choses du quotidien pour en fabriquer quelque chose. Je pense qu'on a le temps d'en reparler un peu plus, mais je pense que dans la définition de mon métier et de mon attitude, je suis un artiste qui aujourd'hui qui re-questionne la société, on va dire. Je tente en tous les cas de le re-questionner à travers toutes ses formes et en tous les cas à travers aussi toutes ses postures. Je prends réellement cette idée d'une société assez universelle, donc je ne reste pas uniquement à Madagascar, même si nous sommes à Madagascar et je suis malgache, mais en essayant d'ouvrir les frontières le plus possible et les discussions en tous les cas qu'elles soient le plus élargies possible. D'accord. Peut-être ma première question, c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, selon toi, est-ce que la société se porte bien ? Ça, encore une fois, c'est une très grande question. Dans un sens, je pense que la société va très bien. Je dis bien dans un sens, parce que notre société aujourd'hui est une société, je pense, où tout est presque possible. Il est possible aujourd'hui de parler de tout, il est possible de s'exprimer, il est possible de se promener, il est possible d'avoir des avis, il est possible d'avoir plusieurs images, il est possible d'avoir presque plusieurs vies. Et en même temps, notre société est un peu problématique parce que cette affirmation justement très libérale et avec beaucoup de certitude a beaucoup d'incertitudes et je pense qu'on vit aussi dans une société où il y a quand même pas mal d'oppression. On n'a pas d'interdit, mais justement, la société est faite peut-être beaucoup de contradictions. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui vont très mal. Il y a des gens qui sont extrêmement heureux, de par leur posture et de par leurs avis, encore une fois. Il y a des gens qui sont extrêmement malheureux. Donc, moi, je dirais c'est un peu moitié-moitié. Je pense que nous sommes dans une société où le sourire a remplacé peut-être justement les vraies douleurs. Et puis on sait les cacher. L'image est devenue tellement importante. Nous sommes dans une société où peut-être, on voyage beaucoup, on se promène beaucoup, mais je pense qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes justement de frontières. Nous sommes dans une société où on affirme que tout est possible, mais la question de la possibilité justement devient une vraie question, parce que quelles sont les limites et jusqu'où on peut aller. Voilà. Ce sont des avis. Bien sûr. Alors, c'est vrai que j'avais pensé à pas mal de questions, mais là, je voudrais encore rebondir sur quelque chose que tu disais.
tu parlais de bonheur, de malheur. Aujourd'hui, toi, es-tu heureux? Encore une fois, question difficile. Question difficile. Alors là, je vais répondre de manière très personnelle. Je n'ai jamais voulu trouver le bonheur. On va dire, pour moi, c'est pas une finalité. Donc, je ne suis pas heureux, je ne suis pas non plus malheureux. La question, pour moi, n'a pas... Voilà, je ne saurais pas y répondre. Pour moi, la vraie question, elle est entre les deux. Et c'est là où je reprends une posture très personnelle et une posture d'artiste. Pour être un artiste, il faut à la fois savourer le bonheur et en même temps aussi abuser quelque part de la douleur. Les choses existent comme ça. Il faut avoir des certitudes et en même temps, le doute fait partie justement des ingrédients, justement d'une fabrication. Il faut être bien sûr en vie, mais il faut aussi parfois réfléchir à la mort, en quelque sorte. Donc moi, je ne me situe pas sur des certitudes de bonheur, pas du tout, parce que c'est pas quelque chose en tous les cas qui m'intéresse. Je ne vais pas dire non plus que je prône l'idée du malheur, et la dépression pour moi n'est pas non plus on va dire un moteur, mais c'est vraiment dans l'entre-deux. C'est dans l'entre-deux où il y a les questions qui reviennent, les questions qui se posent. C'est là où pour moi j'ai des joies, mais ce sont des joies qui cachent parfois des malheurs, mais ce sont aussi des malheurs qui quelque part sont des exercices pour pouvoir justement arriver à fabriquer ce qu'on appelle l'espoir. Et dans ma posture, je suis toujours entre deux. Cette idée de dualité pour moi m'intéresse beaucoup. Les deux géographies, les deux postures, les deux attitudes, les deux sentiments, les deux émotions sont extrêmement importantes parce que c'est ce que j'appelle en quelque sorte la vie. La vie malheureuse est une vie extrêmement monotone. La vie heureuse et le bonheur est encore plus ennuyeux, je pense. Mais il faut des vagues. Il faut des vagues, il faut des lignes interrompues, il faut des traits, mais en même temps, il faut aussi des courbes. Donc moi, je suis plutôt entre les deux. Oh, c'est vrai que c'est effectivement... je pense que tu es la première personne à qui j'ai eu l'occasion de discuter, en tout cas sur ce plateau-là, et qui a donné une réponse aussi personnelle, je pense, aussi profonde et personnelle. Tu disais ne pas courir après le bonheur, donc au final, tu cours après quoi? Je cours après l'histoire, je cours après les histoires. Ça veut dire je pense que c'est bien d'écrire des morceaux d'histoire, de sa propre histoire déjà, et peut-être aussi d'une histoire commune. Je cours beaucoup après mes engagements. En l'occurrence, je pense, et de manière plus particulière, à Madagascar. Voilà. Je cours après des fabrications. Donc, et je cours après diverses motivations qui sont, quand je dis diverses, c'est qu'elles sont multiples. Un jour, c'est effectivement le fait de recevoir à dîner. Donc, je cours après, je cours à la recherche de la perfection de ce dîner pour que les goûts soient justes, pour que la table soit belle, pour que les invités soient justement peut-être heureux. Je cours après effectivement l'écriture d'un livre parce que j'ai envie. Par exemple, en ce moment, j'ai envie d'écrire beaucoup de choses. Je cours après la fabrication d'une œuvre. Voilà. Donc, tout ça n'est pas écrit. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler toujours de l'histoire et des histoires. La vie, elle est écrite, en quelque sorte. Nous naissons et un jour nous allons mourir. Et entre les deux, il faut faire beaucoup d'animation. Et pour moi, c'est ce rapport de l'animation qui m'intéresse beaucoup pour qu'elle ne soit jamais monotone, pour qu'on ait justement des surprises. Et je cours après le temps. Donc un temps qui est assez court de temps en temps parce que il faut être un peu à la mode, il faut être justement à la page. Et de temps en temps aussi, je cours après un temps peut-être un peu plus long. C'est pour ça que je parle un peu d'écrire un temps de l'histoire, marquer un temps de l'histoire, pas de manière solitaire, mais justement peut-être de manière justement un peu collective. Avec des intentions. Pour moi, c'est ça. C'est un peu ça le moteur. C'est aussi une manière pas de vivre à la fois au jour le jour, mais aussi de vivre peut-être chaque instant, que chaque instant devienne un moment peut-être précieux. Quand tu me parlais tout à l'heure justement de courir après le bonheur, peut-être que ce que je méprise un tout petit peu dans l'idée de courir après le bonheur, la réponse est très simple, c'est la réussite, c'est la matérialité, c'est l'aisance et c'est la stabilité. Et pour moi, ce sont des choses qui me posent beaucoup de questions. Être dans la stabilité veut dire que finalement, en fait, on ne créera jamais de vagues et on va se satisfaire justement de ça. Courir après la matérialité, ça c'est toujours une vraie question. Mais la matérialité, c'est bien. Le confort est intéressant pour moi. En tous les cas, je trouve que c'est bien.
Mais le trop de matérialité, bien sûr, crée des problèmes, et le trop peu de matérialité aussi crée des problèmes. Donc, finalement, est-ce que le bonheur, c'est pas la justesse? Est-ce que le bonheur, c'est pas la balance? Est-ce que le bonheur, justement, c'est pas l'entre-deux? Est-ce que l'ennui, c'est quelque chose qui te fait peur? Beaucoup. Énormément. Je pense que c'est la pire des choses. Il y a deux choses qui sont terribles. C'est le mépris de l'autre, le mépris des autres, et le mépris de soi-même, pas pour soi-même, et aussi mépriser les autres, et l'ennui. Pour moi, c'est deux choses qui sont terribles. L'ennui, c'est de ne plus avoir de désir, en fait. C'est ne plus avoir envie. Et à partir du moment où on n'a plus envie, c'est que c'est la fin, en quelque sorte. C'est la mort. Et comment est-ce que, justement, peut-être pour toutes ces autres personnes aussi qui éventuellement auraient peur de cet ennui, comment est-ce que toi, personnellement, par exemple, tu fais pour stimuler ton esprit, ton intellect, pour que, justement, tu ne tombes pas dans cette phase d'ennui Alors, je vais te raconter, peut-être un peu une journée type, comment je conçois un peu mes journées. Mes journées ne se ressemblent jamais. Mis à part si je suis dans un avion où je reste 12 heures, et là, effectivement, c'est un peu linéaire. Et c'est ce que j'insuffle d'ailleurs dans mon travail, et justement avec, par exemple, mon équipe proche avec qui je travaille, avec qui je partage mon travail et presque ma vie, c'est que c'est toujours différent. Tous les jours sont différents. C'est que le réveil, bien sûr, existe, mais à partir du moment où le réveil existe, en fait, je peux parler d'un planning, je peux effectivement dessiner, je peux imaginer un projet, je peux avoir une idée. Il va falloir déjeuner, pas dans le même endroit, bien sûr, mais il va falloir aller dans un autre endroit. Différentes formes de nourriture, différentes formes de goût. Et ce que je trouve encore plus excitant et beaucoup plus beau, c'est d'essayer de répéter ce genre de rituel dans différents endroits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là je suis à Antananarivo, donc ça se passe ici, mais ce que je trouve assez excitant, c'est effectivement dans une semaine, ce sera dans un autre endroit. Juste pour dire que pour moi, ma vraie motivation, c'est l'idée d'une sorte de multiple géographie. Donc, être justement dans un contexte, mais être aussi dans différents endroits en même temps. Respirer le même air, mais essayer de renifler différents parfums en même temps. Essayer justement d'avoir un planning, ou en tous les cas une règle. On va dire, les règles du jeu sont claires, mais justement le plus intéressant, c'est de les pervertir, de les changer. Les choses qu'on fait justement à midi, pourquoi ne pas les faire le soir? Et je vais te raconter une chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire un jour. C'est très cinématographique comme aspect. C'est que, par exemple, d'avoir un rendez-vous à 22h, mais de commencer par un petit déjeuner. Et peut-être de continuer justement par un dîner. Mais sauf que ce dîner se passera à 1h du matin. Et peut-être finalement de dîner à 6h du matin. Ça veut dire échanger les rôles aussi des choses. C'est un peu compliqué à comprendre, mais pour moi, c'est comme ça à la fois que je m'inspire, et c'est aussi comme ça que je me motive. Il faut pas que ce soit linéaire. Il faut que les choses justement tournent. Voilà. Par exemple, après ce rendez-vous, j'aurai un rendez-vous qui est totalement différent, c'est que je vais voir un traiteur. Voilà. J'adore l'idée. Oui. Mais effectivement, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant, dans le sens où moi-même, des fois, je me suis posé des questions sur pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. On est arrivé dans ce monde, il y avait déjà des règles, des lois en place, des choses en anglais qu'on disait common sense. Et je trouve l'idée de challenger ces choses-là, on va dire de challenger entre l'establishment, on pourrait dire d'une certaine manière. Ouais, je trouve ça assez intéressant. Honnêtement, j'ai jamais pensé sous cet angle-là, mais l'idée pour moi, c'est pas devenir un dissident, pas du tout, parce que je respecte les règles. Mais en même temps, on peut changer le sens des choses. Par exemple, même l'interview que nous sommes en train de faire, qui normalement, quand on parle d'une interview, c'est quelque chose d'extrêmement cadré. On doit raconter sa vie. Et là, nous prenons même une autre tournure. Et je trouve que même à partir de là, les choses sont intéressantes. Moi, quand je fais une interview, je refuse de faire des interviews quand ce sont des interviews d'information sur ce que je suis et sur ce que je fais. J'aime quand les interviews sont des conversations. Parce que c'est pas comme ça qu'elles prennent du sens aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut challenger justement le rapport à l'information et encore une fois, le rapport au partage aussi. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent et qui partagent le fait que avoir une routine, ça permet d'être, dans une certaine mesure, plus performant. Voilà.
bon, j'allais dire plus heureux, bon ça je sais pas honnêtement si quelqu'un l'a déjà dit, mais en tout cas plus performants. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Après, moi je crois aussi aux personnalités. On va dire chaque personne a sa personnalité, chaque personne a sa manière de voir les choses. Moi, j'ai pas de conseils. Voilà, je ne suis ni un enseignant, ni un psychologue. Voilà, je ne suis pas une personne comme ça. Ce que je peux dire, c'est peut-être que de tourner la page dans l'autre sens parfois peut faire du bien. Quand je prends la métaphore d'une page, la page d'un livre par exemple, c'est vraiment une métaphore. Normalement, on lit le livre et on poursuit l'histoire. Mais parfois, c'est très bien de revenir peut-être 3 pages en arrière. Et quand je parle justement de ce petit questionnement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que d'un seul coup, on re-questionne un peu le passé. On parle aussi de l'idée de la mémoire. Et peut-être aussi, c'est intéressant de temps en temps de prendre un livre et d'essayer de lire déjà la fin, avant même effectivement de le finir. Peut-être pour mieux appréhender la fin, ou peut-être aussi essayer de reconstruire en fait une nouvelle forme de lecture. C'est ce que je prône juste, c'est de recréer quelques postures différentes, ou quelques manières justement différentes d'aborder une routine. Mais c'est pour ça aussi que je suis un artiste et que je ne suis pas un professeur, parce qu'un professeur, normalement, est là pour apprendre le bon sens des choses. Moi, je prône une manière de voir la routine un peu différente, avec des subtilités, et aussi de manière très personnelle. Il faut pas suivre la règle. C'est de suivre justement des sens un peu différents, ou encore une fois, comme tu le dis très bien, challenger effectivement d'autres temporalités, challenger aussi d'autres regards et challenger d'autres manières de voir les choses. Si la vie était effectivement faite uniquement de riz et de toutes les formes de riz dans la nourriture, moi je pense que c'est d'une monotonie absolue. C'est une provocation que ce que je suis en train de faire en quelque sorte aussi, parce que nous sommes dans notre pays, le riz est un élément indispensable. Mais de là à ce que le riz soit peut-être mélangé déjà à autre chose, c'est déjà un premier challenge. Mais on peut aussi peut-être l'éviter de temps en temps, ou peut-être le transformer de temps en temps, ou peut-être aussi trouver peut-être d'autres manières de le cuire. Déjà, c'est déjà autre chose. Mais ce que je trouve, moi, je ne pars pas de l'inconnu. Je parle toujours de l'existant, mais c'est dérouter l'existant, transformer l'existant, amener aussi l'existant ailleurs. C'est ça aussi la vraie question pour moi. Et c'est peut-être là où je me positionne comme un artiste. Et peut-être c'est comme ça aussi que je travaille. Hein. Donc, je n'invente rien fondamentalement. Je transforme les choses, je re-questionne les choses. Est-ce que en tant qu'artiste, tu as déjà eu ce sentiment, cette impression d'être incompris? Être incompris principalement, notamment au travers de tes œuvres, de ton art. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, que des gens viennent et te disent bon, écoute, Joël, je vais être honnête avec toi, je comprends pas trop. À 99% du temps, oui. Mais c'est là où je suis très très complexe. Oui, ça m'arrive, et comme je le dis, à 99% du temps, ça m'arrive. Mais ça fait aussi partie de la posture et de l'attitude de l'artiste. Il faut être incompris pour être un artiste, sinon ça ne marche pas. Un artiste qui est vénéré en permanence et qui est adulé devient justement pas intéressant, parce que justement c'est un artiste qui ne pose plus la question de sa société. Dans le showbiz, c'est assez intéressant parce qu'il y a par exemple des chanteurs qu'on adore, que les gens adorent mais à en mourir presque. Voilà, le fanatisme absolu. Le problème de ce fanatisme, c'est qu'il dure très peu de temps. Et que, en fait, il y a des gens qu'on aime beaucoup, des chanteurs qu'on aime beaucoup, des acteurs qu'on aime beaucoup. Je prends vraiment le système du showbiz. Mais tout ça a un temps. Et en fait, la deuxième partie du temps, c'est même pas de les détester, mais de les ignorer et de les mépriser. Et moi, quelque part, je prends vraiment cette posture. Je préfère presque l'incompréhension, parce que ça me motive justement pour challenger encore les choses, pour aller au-delà. Pas forcément pour chercher la compréhension, mais peut-être pour comprendre aussi, pour comprendre une société, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est incompris. Et parfois de jouer des jeux de séduction pour pouvoir rentrer dans quelque chose. Mais je tiens le fil effectivement de ce que je raconte depuis le départ. C'est que il faut de la négation justement pour pouvoir fabriquer presque du positif. Il faut du refus justement pour accepter de l'acceptation. Ce qui est très intéressant, c'est quelque part, c'est que oui, aujourd'hui peut-être j'ai beaucoup plus d'assurance et de par le travail, voilà, peut-être qu'il y a quelques personnes qui acceptent peut-être un certain nombre de choses, mais le trop plein d'acceptation, je ne le supporte pas quelque part. Mais d'une certaine manière, est-ce que c'est pas se faire
mal à soi-même le fait d'accepter le fait d'être incompris tel quel. Ça fait partie aussi de la trajectoire d'un artiste, toujours. Je veux dire, moi je vais prendre, on va dire, un poète que j'aime énormément, Jean-Joseph Rabé-Hervé. Voilà, pour moi c'est presque un mentor de pensée. Il a fallu qu'il y ait le drame pour que l'œuvre existe, même de temps de son vivant. Si Rabé-Hervé aujourd'hui n'existait pas dans le temps de la colonisation, s'il n'existait pas dans un temps aussi où le refus de sa propre personne et de son art, la teneur de l'œuvre ne serait pas pareille. Pas du tout. Et historiquement d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui. Donc je dis pas qu'il faut de l'oppression pour fabriquer justement des grands talents. Je ne dis pas du tout ça. Je dis juste qu'à un moment il faut se confronter justement à des choses un peu douloureuses, des choses justement voire un peu tragiques, pour justement réveiller peut-être des essences profondes ou des émotions profondes pour fabriquer des œuvres. Et je fais pas forcément appel à ça parce que voilà, nous sommes en 2024 et qu'aujourd'hui la posture est totalement différente. Mais il faut justement, moi j'ai besoin en tous les cas qu'il y ait des grands moments de doute, qu'il y ait des grands moments justement de combat, des batailles justement dans la fabrication d'une œuvre. Une bataille aujourd'hui, c'est pas se tailler les veines, c'est pas du tout ça, c'est pas de rentrer dans des moments de transe, mais justement dans des moments où on pose clairement des questions à la société en disant est-ce que cette société va bien ou va mal comme tu la poses, ou de temps en temps où justement c'est difficile. À Madagascar, quand moi je fais des projets ici, la plupart du temps on me dit ça va pas être possible. Mais j'aime aussi ce terme, ça va pas être possible, parce que justement je rentre dans un rapport très combatif. Et moi je dis ça va être possible et tout est possible. Et quand je dis ça, je prône justement on va dire un état d'esprit très positif, spécialement pour le pays, en disant que c'est pas parce que nous avons des problématiques autres, c'est pas parce que nous sommes loin, c'est pas parce que apparemment, je dis bien apparemment, nous parlons de misère que rien n'est possible. Tout est possible avec la volonté. Mais la volonté, justement, il faut être un peu en face d'un mur pour avoir cette volonté de briser ce mur ou justement d'escalader ce mur. Est-ce que toi, dans ton entourage, tu arrives à retrouver justement des personnes qui, comme toi, ont cette volonté et cet espoir, cet esprit de positivisme d'une certaine manière pour le pays? Ou est-ce que tu trouves que c'est difficile à trouver aujourd'hui des gens comme ça? C'est possible, oui. Ouais. Je suis entouré de personnes extrêmement précieuses qui croient en ces choses. Et la plus belle chose, c'est qu'en plus ils sont tous très jeunes, donc ça c'est très bien. Heureusement, oui, j'ai des personnes qui sont autour de moi qui croient justement qu'on peut dépasser ces murs pour qu'on peut gravir des montagnes, voilà, de manière plus poétique, on va dire. Oui, absolument, oui. Et ce qui est intéressant, c'est justement le monde contemporain. Quand je parle du monde contemporain, je parle vraiment de notre monde d'aujourd'hui. C'est que c'est à la fois un monde où tout va très vite, c'est un monde aussi où finalement on est, voilà, il y a trop de couleurs, il y a trop de choses, il y a trop d'informations, et c'est possible. Et il y a des gens qui croient qu'aujourd'hui on peut encore fabriquer beaucoup de choses, on peut innover, on peut aussi regarder le passé, on peut imaginer un autre futur, on peut séduire à 6h du matin, on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, j'adore l'idée de petit déjeuner à 22h, quoi. Oui. Tu parlais justement de trop de couleurs, et puis un peu plus tôt, tu mentionnais le fait que tu te retrouvais bien dans cet aspect de dualité. Dans certaines de tes œuvres, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même deux couleurs qui ressentent majoritairement, c'est le blanc et le noir. Très peu de couleurs vives. Est-ce que là aussi, tu veux faire passer un message justement en te focalisant principalement sur le blanc et sur le noir? Alors, ce qui m'intéresse déjà dans ces deux couleurs, c'est que ce sont des non-couleurs. C'est pour moi qu'il est décidé. On va dire, voilà, tout le monde a dit que le noir et le blanc, ce sont des non-couleurs. À partir de là, ça m'intéresse. Parce que justement, voilà, c'est l'antithèse de tout ce qu'il faut aimer. Donc, j'aime bien, déjà, l'idée des non-couleurs m'intéresse. La deuxième chose qui m'intéresse aussi dans le noir et le blanc, c'est qu'il y a une sorte de début et de fin. Et en même temps, ces deux non-couleurs ne peuvent pas exister indépendamment. En fait, il faut toujours qu'elles vivent ensemble. Il n'y a pas de noir s'il n'y a pas de lumière, et il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas de noir. Et j'aime beaucoup ce rapport-là. Tout le monde pense effectivement que je ne travaille qu'avec du noir et du blanc. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis habillé en noir et en blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est l'entre-deux. Et entre les deux, il y a plein de couleurs.
Et c'est ce que je préconise toujours d'ailleurs, on va dire à tous les visiteurs, en tous les cas aux personnes qui regardent mon œuvre, c'est qu'au premier abord, nous sommes face à un monochrome. Nous sommes face à effectivement un espace blanc, nous sommes face à une matière assez radicale noire. Mais finalement, il faut du temps. Il faut le temps qu'on veut pour justement analyser ce qui se passe derrière, ce qui se passe justement entre le noir et le blanc, ou entre le noir d'ailleurs. Entre le blanc aussi, il se passe des choses. Et c'est à partir de là que les couleurs justement ressurgissent. C'est aussi dans ce silence finalement très radical et très sombre qu'il y a beaucoup de messages, qu'il y a justement peut-être des textes qui sont écrits. C'est un peu la différence peut-être de la figuration aussi, quelque part. Dans la figuration, on donne des formes, il y a des corps, il y a des fruits, il y a des maisons, il y a des architectures. Je dis pas que je suis contre la figuration. Je pense que oui, la figuration est importante pour exister, mais dans notre monde d'aujourd'hui, ce rapport peut être un peu abstrait, ce rapport où justement un peu silencieux, on ne délivre pas tout est important. Le mystère est quelque chose qui est devenu très rare à trouver aujourd'hui. Donc peut-être que quand je propose des œuvres blanches ou des œuvres noires, c'est peut-être dans l'envers de l'œuvre, c'est dans le mystère de l'œuvre que réside l'émotion de l'œuvre. Et il faut le chercher. Je vais continuer très vite aussi par rapport à ça. Quand je fais justement ces œuvres noires et blanches, encore une fois qui sont parfois très minimales, une œuvre ne peut pas exister de manière solitaire. Si je fais une œuvre pour moi-même dans ma chambre ou dans mon espace ou en tous les cas dans mon atelier, ça ne sert à rien. Une œuvre existe parce qu'elle est vue, parce qu'elle est regardée, parce qu'elle est vécue. C'est comme un film, c'est comme un vêtement. Si un vêtement n'est pas porté, ça ne sert à rien. Si un film n'est pas regardé, ça sert à rien. Et une œuvre, c'est pareil. On va dire une œuvre plastique. Quand je la fais, finalement, le troisième élément le plus important, c'est le public. Et pour moi, peut-être que je suis le blanc, peut-être que l'œuvre est noire, mais finalement, l'élément de couleur qui révèle l'œuvre, c'est le public. C'est de la métaphore, mais c'est aussi comme ça que je conçois les choses. Donc, dans la dualité des deux non-couleurs, finalement, la chose la plus colorée et la chose finalement qui apporte l'émotion, pour moi, c'est le public. Et c'est ce regard, finalement, ce regard qui est neuf, ce regard qui est vif, ce regard qui est vivant, c'est ça qui apporte et qui fait vivre l'œuvre. En parlant de public, comment est-ce que tu as commencé ta carrière d'artiste? Parce que comme tu dis, une œuvre existe principalement parce qu'elle est vue par un public. Au début de ta carrière, est-ce que tu connais tout de suite un succès du coup auprès du grand public, ou est-ce que c'est vraiment petit à petit crescendo que donc voilà tu commences à voir des personnes prendre le temps d'admirer tes œuvres? Je pense que dans la question, il y a 3 questions. Et je vais répondre aux 3 questions. La première question, c'est que je n'ai pas un moment précis de décision au niveau de ma carrière en disant elle a commencé tel jour en fait. Je pense que ma carrière a toujours été là. Je pense à partir du moment où on est dans un monde créatif, je pense que le début n'est pas forcément très précis en fait. Donc oui, il y a eu peut-être dans la période de l'enfance des moments où j'étais sûr que je voulais fabriquer des formes. Il y avait un moment dans l'adolescence où c'était clair pour moi que j'allais me diriger effectivement vers le milieu de l'art, un moment le milieu de l'architecture ou le milieu effectivement du design. Donc, voilà, mais c'est des moments de doute, mais ça s'approchait. Voilà, c'était à peu près ça. Et bien sûr, à l'âge adulte, il y a une décision qui a été prise en disant, c'est le monde de l'art contemporain effectivement qui m'intéresse, mais c'est pas un choix que j'ai pris tout seul parce que c'est un choix où j'ai aussi été accompagné. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que la décision d'être un artiste n'est pas une décision solitaire. C'est à la fois, c'est plutôt une conviction, mais après, c'est une décision en fait aussi d'un milieu et d'un entourage qui dit en fait tu es un artiste. Quand je parle d'un entourage, c'est un entourage proche, c'est aussi un entourage professionnel. Ça veut dire que c'est les critiques d'art, le marché de l'art, les institutions qui décident que c'est un artiste. Donc c'est un rapport assez particulier. C'est pas la médecine. La médecine, on va à l'école, on devient médecin, on fait ses preuves et après on est célébré parce qu'en fait on devient un très grand professeur. Là, pour répondre à la deuxième question qui est dans la question, c'est que tout ça prend du temps en fait.
je n'ai jamais, fondamentalement, je n'ai pas encore commencé et c'est pas encore terminé. Je suis en plein processus. Encore une fois, je ne suis pas je refuse l'ennui et pour moi, c'est une trajectoire qui a déjà été assez longue et qui, j'espère, restera encore quelques années, voire au-delà de ce qu'on appelle des années, parce que l'histoire est belle, donc on peut aller plus loin. Et pour finir, justement, peut-être sur la troisième question cachée, pour moi, aujourd'hui, chaque jour est un exercice et la fabrication d'une œuvre est un exercice. Quand je parle d'exercice, c'est que c'est un peu comme un enfant. Je tente de résoudre l'énigme, en fait, sans jamais pouvoir la résoudre parce que c'est une équation. Voilà, l'art est une équation assez compliquée. Donc je ne cherche pas forcément la réponse. Parfois je la trouve, parfois je ne la trouve pas. Parfois ça met du temps justement pour la trouver. Et c'est pour ça que je parle justement d'une temporalité très très lointaine, ou peut-être que je l'ai déjà trouvé mais que je l'ai oublié. Et donc c'est un exercice finalement permanent. Je suis artiste en permanence. On me posait la question en disant mais quand est-ce que je crée? En fait, je crée tout le temps. Même quand je fais l'interview là en ce moment, en fait, pour moi, ça fait partie du processus justement de pensée et de fabrication. Mais quand je parle d'attitude et d'état d'esprit, pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je me positionne. Et la célébration par le public, c'est une vraie question. J'ai une reconnaissance par rapport à certaines personnes qui reconnaissent effectivement le travail. Mais la vraie question, et moi je leur repose aussi la question, est-ce qu'ils me reconnaissent par rapport à un travail? Est-ce qu'ils me reconnaissent par rapport à la personne? Est-ce qu'ils me reconnaissent justement par rapport à la mode? La mode, ça veut dire par rapport au trend, justement. Est-ce que c'est ça? Pour résumer un peu mon histoire de tout ce que je raconte, pour moi, la question n'est pas de faire aujourd'hui et de réussir aujourd'hui. Encore une fois, la recherche du bonheur ne se fait pas en une journée. Pour moi, la question, justement, c'est de continuer cet exercice le plus longtemps possible. De ne pas s'essouffler, justement, de ne pas s'ennuyer et de pouvoir se re-questionner, de questionner et finalement de faire tourner cette roue pour qu'elle soit finalement infernale et infinie. J'ai énormément de questions suite à tes diverses réponses. Juste le temps que je mette tout ça en place dans mon esprit. Tu parlais justement de est-ce que les gens apprécient l'artiste, la personne ou la trend. Justement, est-ce qu'il existe aujourd'hui un Joël artiste et un Joël juste Joël? Alors là, pour le coup, cette question, on me l'a jamais posée. Mais c'est bien. Je pense que non. Je pense que c'est indissociable. C'est indissociable parce que je dis pas que je mêle ma vie à mon art et je mêle mon art à ma vie. Parce que finalement, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, je suis la personne, je suis pareil tout le temps. Donc non. D'accord. Parce que là, je pose la question parce c'est vrai qu'il y a quand même tu parlais de showbiz tout à l'heure. Je sais qu'il y a des artistes qui, justement, ont ce personnage, on va dire, ce masque, si on peut appeler ça comme ça, qui mettent une fois lorsqu'ils doivent performer. Et après, dans la vie de tous les jours, effectivement, ils enlèvent ce masque et ils sont une autre personne. Ah bah non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça parce que comme je prétends en plus aujourd'hui, on va dire m'inspirer de tout ce qui existe autour de moi, de tous les battements de cœur et tous les battements qui existent dans la société aujourd'hui, à chaque minute, à chaque seconde, ben c'est impossible. Ouais. Je dis juste, je prends toujours cet exemple, peut-être le seul moment où pour moi il y a un moment un peu de vide, c'est dans le moment du voyage, où là, justement, voilà, je suis enfermé dans une boîte à 10 000 mètres d'altitude sur une trajectoire aussi longue. Bien sûr, là, je peux pas effectivement prétendre d'aller chercher effectivement un bout de métal pour pouvoir effectivement essayer de souder à quelque chose ou essayer de créer effectivement une forme assez grandiose. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais à partir du moment où j'ai les pieds sur terre, dans les deux sens du terme, c'est en permanence. Après, c'est pas justement dans ces moments-là où quand tu es justement en voyage sur des longues distances, où au final, tu es un peu, d'une certaine manière, le plus vulnérable. Oui. Et est-ce que justement cette vulnérabilité-là ne peut-elle pas être mise à profit avec bien sûr les possibilités qu'il y a à bord, parce que comme tu dis, tu es dans une boîte en métal à 10 000 mètres d'altitude,
pour justement faire parler ta créativité? Ah ben oui, non mais je pense que tu as compris la formule. Ouais. Justement, ces moments-là sont très beaux. Moi, je les qualifie vraiment de très beaux moments. Voilà, je ne parle pas de bonheur, mais je peux parler de la beauté. Pour moi, ce sont des moments qui sont très beaux, parce qu'à la fois, il y a un moment très fragile, justement. Très fragile du temps, très fragile de l'être, très fragile justement au niveau des émotions. Et ce que je trouve toujours très beau, c'est effectivement quand je descends d'un avion par exemple, et s'il y a une idée qui a germé, ou en tous les cas il y a un doute qui est un peu resté dans ma tête pendant un petit moment, c'est de le mettre sur un papier très vite. Oui, bien sûr, ce sont des moments un peu vides, ce sont des moments à la fois vides et à la fois très prenants. Et je voulais pas forcément en parler, mais en fait ce sont des moments de solitude. Et ça, la solitude est une vraie question. En tous les cas, pour moi, c'est une vraie question. Parce que c'est pas uniquement de se retrouver face à soi-même. C'est en tous les cas, la solitude pour moi, c'est vraiment une sorte d'interrogation et de réinterrogation de soi-même, de sa pratique, de son être, de plein de choses. Et c'est pour ça que ces moments deviennent fragiles. Et bien sûr, que ces moments portent leurs fruits. Sur des décisions en plus, c'est assez étonnant parce que en fait dans les trajectoires d'un point A à un point B, normalement l'arrivée au point B, et c'est un moment où voilà, on vous attend, on t'attend, tu dois décider, et là effectivement il y a des choses il y a des bouleversements qui se créent. Moi par exemple, tu vois, quand justement j'essaie de réfléchir à certaines choses par rapport à la vie, il y a un problème auquel je fais face, c'est que généralement je ne fais que ressasser les mêmes pensées. C'est comme si j'étais dans une boîte, et il y a une balle, et en fait, elle va dans les mêmes sens, et c'est la même balle. Et j'arrive pas à faire en sorte que tu puisses avoir une ouverture pour effectivement faire venir d'autres nouvelles idées, et d'autres nouvelles réflexions, justement, par rapport aux choses sur lesquelles je suis en train de penser. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais, ou est-ce que toi, t'as peut-être, comme on dit, craqué le système, et que tu arrives aujourd'hui, justement, à ne pas te retrouver dans cette comment on dirait, cette boucle en fait, quoi, qui fait que revenir les mêmes choses. Bon, je suis pas thérapeute non plus, hein. Ah Donc, oui, non. je ne vais pas soigner quoi que ce soit. Non, oui, ce sont des choses qui m'arrivent, et qui m'arrivent très souvent. En fait, ça m'arrive très souvent dans le sens où comme je suis dans une recherche permanente d'idées, tout commence toujours par la métaphore de la boîte, où je suis à l'intérieur d'une boîte et je me cogne dans l'angle gauche, dans l'angle droit, au-dessus, en dessous, par terre, voilà. Il y a des allers-retours. Mais ça fait partie justement de la recherche. Ça fait partie justement des grands moments de doute, où si la ligne doit être droite, est-ce que le mur doit être noir, est-ce que le tableau doit être effectivement touffu, est-ce que le tableau doit comporter un message. Donc oui, je suis dans cette boîte. Mais c'est tout le jeu aussi. Je pense que c'est le jeu de l'art, d'une part, mais je pense que c'est le jeu de la vie aussi, parce que dans cette boîte, à un moment, il y a un petit trou. C'est comme le billard. À un moment, il faut le trouver, et l'échappatoire, il est là. Et à partir du moment où il y a l'échappatoire où on trouve l'échappatoire, c'est là où l'idée germe, mais c'est là aussi où en fait on arrive à fabriquer autre chose. Je ne pense pas que tu sois aussi malheureux pour toujours être enfermé dans la boîte. Mais justement, il faut comprendre, en quelque sorte, je pense qu'il faut comprendre justement tous les angles. Il faut comprendre le contexte. Justement, il faut se cogner, il faut arriver à bien maîtriser l'échelle des choses de cette boîte pour peut-être recréer une autre boîte. Et je pense que c'est comme ça d'ailleurs que ça marche. Je pense qu'on commence dans une toute petite boîte. L'ambition, c'est d'en fabriquer une très grande, à multiples facettes, justement, avec peut-être plusieurs ouvertures. Mais pour arriver à ça, il faut bien comprendre aussi le point de départ. Et pour moi, l'idée, elle est comme ça. Elle commence comme ça. Mais il y a pas de drame pour moi dans ça. Il y a pas de drame parce que ça fait partie des réflexions, en fait. Ça fait partie, justement, presque de la vie. Je pense qu'il faut une éducation peut-être un peu radicale pour créer justement de très bons personnages. Il faut un contexte familial presque un peu fermé pour justement avoir quelqu'un qui reçoit une très bonne éducation. Il faut lire des livres et des livres et des livres dans toutes les langues pour à un moment justement savoir très bien écrire dans toutes les langues et pouvoir parler effectivement toutes les langues et appréhender justement différents mondes. Tu parlais un peu plus tôt du fait que on est aujourd'hui dans un monde contemporain où les choses vont très vite. Je pense une des choses qui a marqué le monde en général dans sa globalité, c'est en tout cas l'émergence au niveau du grand public d'une technologie, l'intelligence artificielle. Je veux savoir, tu t'en penses quoi? J'en pense un oui et j'en pense un non. Ouais. J'en pense un oui et j'en pense un non. J'en pense un oui parce que
parce que la technologie est indispensable. Et je prends la technologie dans tous les sens du terme, pas uniquement dans les métiers de la création. Encore une fois, je pense qu'il faut revenir parfois à des choses qui sont très très terre à terre. Je pense que dans le médical, s'il n'y avait pas la technologie aujourd'hui, on n'en serait pas là. Moi aujourd'hui, j'adore voir mon dentiste parce qu'en fait, maintenant les dentistes sont devenus des gens qui sont des je sais pas, en fait, sont des techniciens qui utilisent des machines formidables. Genre, si je reviens 15 ans avant, voir un dentiste, c'était de la torture. Et justement, la technologie est extrêmement intéressante parce que les moments de torture sont presque devenus des moments de bonheur. C'est marrant, hein, je trouve. C'est étonnant. Moi, quand j'étais étudiant en architecture, en fait, je grattais encore des plans, on va dire avec une règle, avec des calques, c'était difficile. Aujourd'hui, avec un outil, on arrive à tout faire. Une 3D ressort en 5 secondes, c'est formidable. Après, quand je dis non, je parle toujours d'abus. Et ça, c'est toujours la vraie question. Je pense qu'on en parle depuis le départ. Parfois, il y a trop d'abus. Et pour moi, la problématique de l'abus, c'est que quand on en abuse trop, et surtout de la technologie, de l'intelligence artificielle et d'un certain nombre de choses de cet ordre-là, c'est qu'on enlève tout le rapport, pas à l'humain, parce que c'est pas la question, mais en tous les cas à l'émotion. Je pense qu'on peut remplacer, par exemple, si on prend le monde du cinéma, je pense que c'est extrêmement intéressant qu'on puisse aujourd'hui, tout le monde peut tourner un film à partir d'un téléphone, on peut créer une émotion cinématographique avec plein d'outils, c'est extraordinaire. Mais je trouve quand on en abuse trop et que d'un seul coup, on détruit l'émotion d'une très belle image, de l'horizon, je sais pas, d'un coucher de soleil. Je prends vraiment des choses très caricaturales, juste avec, on va dire, une image, une fausse image finalement. C'est là où je trouve que ça devient un peu problématique. Mais moi, j'appelle ça de l'abus. Mais encore une fois, entre les deux, il y a plein de choses qui sont extraordinaires, tant au niveau de la création, tant au niveau, je sais pas, de l'aéronautique, d'un certain nombre de choses. Il y a plein de choses qui sont formidables, mais pas trop. Mais c'est toujours le pas trop. Le trop plein d'émotions et de mélancolie est compliqué. Parce que si on enlève toute la technologie, c'est compliqué. Effectivement, le trop plein de technologie et l'intelligence artificielle pour dire à un moment, en fait, finalement, on peut fabriquer des larmes artificielles. Moi, je trouve que c'est un peu too much à un moment. Voilà. Encore une fois, justesse, balance et l'entre-deux, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a quelque chose que tu disais, en fait, que je trouvais intéressant, c'est quand on discutait, tu disais, en fait, que t'étais pas un enseignant, t'étais pas un professeur. Et moi, ma question, c'est de savoir, selon toi, est-ce que l'art, c'est quelque chose qu'on peut enseigner, qu'on peut transmettre, justement? Oui. Dans l'absolu, oui. Alors, moi, je vais vraiment dissocier deux choses. Je vais me faire taper dessus, mais c'est pas très grave, j'assume absolument. On peut apprendre l'art, mais pas forcément pour devenir un artiste. On peut apprendre l'art pour travailler dans le domaine de l'art. Ça veut dire qu'on peut devenir un historien, on peut devenir un critique d'art, on peut devenir un commissaire d'exposition, on peut devenir un très grand technicien, on peut devenir plein de choses, mais pas un artiste. C'est là où je me fais taper dessus. Un artiste peut aller à l'école, on peut apprendre, on peut bien sûr glaner un certain nombre de choses et on peut transmettre et à la fois aussi recevoir des choses, mais la propre émotion, en tous les cas, d'un artiste, pour qu'il devienne un artiste, lui appartient. Elle est très très personnelle. C'est à lui justement de faire le pour et le contre, de balancer la technologie, l'apprentissage, la société. C'est lui qui crée la formule. Et c'est là où justement l'apprentissage, pour moi, je n'y crois pas forcément pour un artiste. Je dis pas que les autodidactes sont importants, je veux dire sont très bons, mais pour moi, être un artiste, juste encore une fois, c'est quelqu'un qui trouve la bonne balance. C'est bien d'aller à l'école, mais c'est pas forcément une école d'art. C'est bien de faire une autre école peut-être, et en même temps d'être à l'écoute de sa société et de fabriquer finalement sa propre mixture. Moi, c'est ce que j'ai fait en tous les cas. Je n'ai pas fait une école d'art, j'ai fait une école d'architecture, et en même temps, je suis un artiste. J'ai pris l'architecture pour créer justement mon cadre de jeu, mais ma pensée, elle m'est presque un peu personnelle et elle m'est venue par rapport à ma vision de la société. Voilà. Je prends vraiment parti par rapport à ça. Parce que c'est vrai que de temps en temps, et la plupart du temps à Madagascar, on dit toujours, mais oui, il faut créer une école d'art. Je suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je suis plutôt contre. Parce qu'en fait, on ne va pas fabriquer des artistes. Les artistes, ils sont là. Il faut plus les aiguiller,
il faut les conseiller, il faut les accompagner, il faut leur faire confiance. Et en fait, il faut plutôt les caresser dans le sens du poil. C'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, il est important que des techniciens de l'art aillent dans des écoles. C'est important. Il faut que des historiens de l'art, effectivement, aillent dans des écoles d'histoire de l'art. Ça, c'est important. Mais un artiste, c'est autre chose. D'accord. Peut-être un petit peu parce que actuellement c'est qu'on profite du fait que tu sois de passage à Madagascar pour avoir cette discussion. C'est quoi aujourd'hui les projets majeurs, on va dire, dans ta vie professionnelle sur voilà, d'ici un trimestre, un an, lesquels sont-ils? Alors, je vais parler d'abord de ma pratique personnelle, de ce que je prépare. Là, je prépare effectivement. J'ai deux grosses expositions au Japon, voilà, que je prépare. Pareil, j'ai aussi une très grosse, j'ai une grosse actualité effectivement à la rentrée 2025 avec une exposition et aussi une intégration de mon travail dans une collection institutionnelle extrêmement importante. Voilà. Mais voilà, je suis pas là pour venir faire de la publicité, mais voilà, j'ai tout un travail effectivement qui se met en place autour, mais peut-être dans une actualité beaucoup plus contextuelle et en même temps aussi plus récente. Pour moi, un des projets qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel j'ai un engagement extrêmement fort, c'est donc en septembre, et nous sommes au mois de septembre, quasiment, c'est donc l'ouverture du nouveau prochain, donc Account Contemporary. Account Contemporary, un projet que j'ai monté avec Astenia Varoussen il y a 4 ans, sous une forme un peu microscopique, à mon regard, donc en 2020. C'est un projet, on va dire, d'accompagnement justement d'artistes, des artistes et peut-être des artistes malgaches. Voilà, je veux faire des précisions précises et en même temps universelles. Un lieu d'exposition, un lieu de réflexion. On l'a monté en 2020 et là donc le renouveau de ce projet 4 ans après, justement là, c'est l'agrandissement de ce projet sur un espace beaucoup plus grand, en réaffirmant justement nos volontés et nos convictions que l'art fait partie effectivement des enjeux d'une société et de la société malgache et qu'un artiste a totalement sa place dans la société. Et un artiste, comme j'ai dit tout à l'heure, pas forcément d'une école ou qui va dans une école, mais en tous les cas qui joue avec sa société, qui questionne sa société et qui fabrique justement des choses autour de sa société. Et donc l'ouverture de Account, espace plus grand, plus d'expositions, plus grandiose, les convictions encore plus affirmées. Pour moi, c'est vraiment le projet en tous les cas que j'ai en cœur et en tête aujourd'hui. Je peux parler de mes projets personnels, mais ça, c'est peut-être, voilà, on les verra au fur et à mesure. Mais ça, ce projet-là est important dans le sens où d'une part, c'est un engagement, mais pour moi, il résume aussi à peu près, en fait, tout ce que je raconte aujourd'hui. Et même ce que je raconte là, maintenant. Il parle de dualité, il parle justement de l'artiste comme étant un des pivots essentiels, justement, d'un monde, et en l'occurrence, notre monde malgache. Là, pour le coup, c'est un vrai combat. Il parle aussi de ce que je suis. Il parle aussi de la relation que j'ai avec mon pays depuis des années et j'espère aussi dans un temps futur. Et c'est aussi, pour moi, je l'aborde comme une œuvre. C'est un projet totalement autobiographique en quelque sorte parce que c'est un projet d'artiste pour les artistes. Justement, tu précises bien que c'est un projet d'artiste pour les artistes, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait éventuellement aussi, j'allais dire réconcilier, mais je ne sais pas si... Bon, il fut un temps où ils étaient tous les deux en osmose, mais en tout cas, le citoyen malgache, avec l'art. Bah, ça fait partie, justement, ça fait partie du combat. Je parle un peu du combat parce que c'est un peu provoquant. Mais pour moi, la mission première, et c'est ce que je dis à mon équipe, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est ce que je raconte dans toutes les interviews, le vrai projet de Account, de manière donc vraiment un peu conceptuelle et de manière intellectuelle, c'est de réintégrer la place de l'artiste plasticien, parce que c'est le domaine que je pratique, dans la société. Je vais le raconter d'une manière un peu, par rapport à un exemple, en fait, pour que ce soit beaucoup plus clair. Aujourd'hui, un artiste plasticien malgache, ça veut dire un peintre, un sculpteur, on dit toujours, en fait, il fait de l'art. Cet artiste-là, on en est un peu fier dans la famille parce qu'on dit, alors, on a un enfant, il dessine très bien, il va peut-être devenir artiste. Oh, c'est vachement beau ce qu'il fait, on pourrait en faire de la décoration. Oh, mais c'est très bien ce qu'il fait, mais en fait,
comment il va vivre avec ça, parce que finalement... Donc voilà, notre rapport avec justement les artistes plasticiens est un peu tiède, toujours, de la société. Et moi, mon combat, c'est de mettre ces artistes comme étant, comme je disais auparavant, comme pas forcément des piliers, mais en tous les cas, qui soient au milieu d'une discussion. Un artiste, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a sa place dans sa société, parce que, en fait, il questionne encore une fois la société, c'est quelque chose que je répète à chaque fois. C'est aussi quelqu'un qui orne une société, ça veut dire qui apporte un rapport esthétique à une société, que ce soit bien ou mal, ça c'est pas la question, mais en tous les cas, le rapport à l'ornementation est une vraie question, pour rendre des choses peut-être belles, ou encore une fois pas, mais en tous les cas, c'est là. Une dernière chose, c'est que l'art est aussi une économie. Et c'est extrêmement important d'en parler. C'est pas juste, en fait, on fait pas juste des peintures comme ça dans un coin pour... Ça a sa place, il y a une économie qui tourne autour de ça. Et d'ailleurs, il y a un terme qui s'appelle le marché de l'art. Et quand j'essaie d'intégrer tout ça dans mon projet et quand j'essaie de véhiculer ce message, la vraie mission, c'est bien sûr de réconcilier le citoyen lambda avec les artistes et avec l'art. Oui, mais la première mission, avant même de convaincre les citoyens, c'est déjà de convaincre les artistes qu'ils ont leur place aussi dans leur société, dans la société, et qu'ils aient aussi ce désir qui brûle en eux. On les a tellement malmenés, clairement. On va dire, on va pas se mentir dessus, on les a malmenés. On sait très bien, on n'a pas, justement, même si je ne suis pas forcément pour l'école d'art, on n'a pas d'école d'art, on n'a pas de musée. Ça fait que très peu de temps où il y a des lieux qui existent effectivement et uniquement dans la capitale où il y a des choses à voir. On n'a pas de galerie, on n'a pas un marché de l'art effectivement qui est vraiment structuré. Encore une fois, les institutions n'existent pas. Donc en fait, finalement, il n'y a pas de terrain de jeu pour les artistes. Donc Account Contemporary est un lieu pour que les artistes puissent y esquisser justement leurs premiers désirs et leurs désirs profonds. Quand ils seront convaincus qu'ils peuvent exister et qu'ils peuvent brandir le flambeau, la société maintenant elle va suivre aussi par la suite. Donc voilà, tout le combat il est là. Je suis content que tu en parles parce que je pense qu'il faut le dire, tu parlais justement du marché de l'art. Je pense que dans la société, alors je parle bien de Madagascar, généralement c'est vrai que parler d'argent c'est gênant, je vais peut-être pas dire tabou, mais en tout cas, c'est gênant pour la plupart des gens. Toi, de par ton expérience, si aujourd'hui, par exemple, tu devais donner un conseil à un artiste en devenir, ce serait de se concentrer justement peut-être sur quel marché? Moi, j'ai pas de formule encore. Voilà. Oui. Là, pour le coup, je ne suis pas un spécialiste du marché de l'art, donc je ne peux pas dire qu'il faut se spécialiser sur ça ou ça. Ça, c'est impossible pour moi de le dire. La question, pour moi, elle est plus fondamentale. Tout à l'heure, quand je donnais un peu cette métaphore où tout le monde pense qu'en fait un artiste c'est celui qui a son atelier où il fait froid tout petit dans un coin et qui se drogue et qui est un peu malheureux, c'est fini ça. Un artiste sont des gens normaux qui vont au supermarché, qui ont des enfants, qui se marient aussi, qui ont des envies, c'est des gens qui font partie de la vie. Donc il n'y a pas de tabou à parler d'argent. Je veux dire, il n'y a aucun problème de parler d'argent. Il n'y a pas de problème de parler du confort aussi de l'artiste. Un artiste a besoin de confort pour créer. Pour reparler effectivement de l'artiste, de quel marché prendre, je pense qu'il n'y a pas de marché clair, et encore moins pour l'instant, je pense à Madagascar. Je pense qu'il faut que l'artiste soit à l'écoute de sa société. Et la formule que je donne clairement par rapport à notre société aujourd'hui malgache, je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire que être un artiste, c'est uniquement parler avec des artistes et des gens du monde de l'art uniquement. Il faut parler avec des entrepreneurs, il faut parler avec des hommes d'affaires, il faut parler avec des investisseurs, il faut pas avoir peur de parler avec eux. Il faut aussi parler avec des personnes peut-être qui viennent d'un gouvernement et peut-être aussi parler effectivement avec des gens qui sont je sais pas, dans la restauration. Je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre une société et qu'on peut comprendre qu'il y a un marché. Je donne un exemple très clair. Par exemple, si un artiste veut créer une sorte de manifestation, une exposition, en fait, il faut pas avoir peur de se dire, mais en fait, il faut éventuellement aller voir un investisseur privé pour créer en fait ce qu'on appelle un peu du mécénat. Mais il faut aussi
peut-être inviter quelques personnes qui sont en lien avec le gouvernement pour créer effectivement ce rapport un peu institutionnel. Et finalement, cette triangulation privée, artiste privé et institutionnelle marche en fait. Et c'est peut-être la formule du marché, il existe peut-être par rapport à ça. Il faut pas non plus avoir peur de se dire qu'un artiste n'existe en fait que dans une galerie toute blanche et dans un musée. Aujourd'hui, un artiste peut peut-être faire une collaboration avec une pharmacie, parce que c'est absolument possible aujourd'hui de se dire que il faut peut-être mettre des œuvres dans une pharmacie qui soient en lien avec le médical, et ça veut dire qu'on peut aujourd'hui aussi peut-être dans des hôpitaux arriver à ce qu'on mette en place tout un système esthétique de forme au mur. Voilà, ça s'appelle des fresques par exemple. Et que peut-être que ces hôpitaux sont en lien effectivement avec, voilà, je sais pas, avec le ministère de la santé. C'est, pour moi, voilà, et le marché, il existe là. Et je parle vraiment d'exemples comme ça parce que nous ne sommes pas dans la société malgache aujourd'hui n'a pas encore tout le système qu'il faut du marché de l'art, des foires d'art contemporain. On n'a pas des collectionneurs identifiés. Donc en fait, il faut finalement abuser du système D ou du système B pour créer un vrai système A qui soit en correspondance avec notre société. Et en même temps, l'artiste peut toujours véhiculer en fait le message qu'il souhaite véhiculer à la base. On approche doucement de la fin de notre discussion, mais j'aurai encore quelques questions à te poser. Est-ce que aujourd'hui, tu serais confortable avec le fait qu'on te voit comme une icône du monde de l'art? Je suis très flatté, donc merci. Et ça, j'arrête. Et en même temps, j'espère que non, parce qu'à partir du moment où on est une icône, ça veut dire que je suis une image figée, et ça veut dire que c'est fini, et parce que ça veut dire que je vais m'ennuyer. J'aimerais plutôt être une image du temps d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'aimerais bien. Et du temps d'aujourd'hui et d'autres temps encore qui vont venir. Quand tu dis des temps qui vont venir, est-ce que tu fais plus référence à la trace que ton art laisse dans ce monde, ou est-ce que tu fais référence à ta personne et peut-être à ton âme qui après que voilà, le jour où il y aura, ce sera la fin, voilà, elle continuera d'exister? Bah, oui, il y a ce rapport effectivement à l'écriture de l'histoire et de marquer l'histoire, ça c'est très clair. Oui, il y a ça. C'est un peu ambitieux, mais en même temps ça fait partie des missions. Et oui, dans la question, il y a toutes les réponses, effectivement, d'aller au-delà des temps. Alors, il y a l'idée d'aller au-delà des temps, effectivement. Donc, ça, je pense, c'est assez clair. Aller au-delà de la mort, aller au-delà, voilà, parler de siècles quelque part. C'est très, très ambitieux. Mais il y a une chose aussi beaucoup plus légère, c'est que moi j'aime bien le terme à la mode, et j'aime bien le terme de la mode. Parce que ce sont des coups de fouet en fait qui refabriquent d'autres temps, qui refabriquent justement d'autres attitudes, et j'aimerais bien en faire partie et en faire partie en fait à chaque fois. Surtout, et encore une fois, j'insiste un peu sur Madagascar, parce que comme nous sommes un pays un peu en devenir là en ce moment, où il y a des choses qui sont il y a une renaissance qui est en train de se goupiller. Voilà, j'aimerais pas être effectivement l'artiste ringard dans 10 ans, quoi. Voilà. C'est une crainte. Si du jour au lendemain, tu devais, pour quelconque raison, perdre ta notoriété en tant qu'artiste, est-ce que, de 1, ça ferait profondément mal, et de 2, est-ce que tu penses que tu seras en mesure de revenir dans la partie, et pourquoi pas bien dépasser bien sûr le niveau auquel tu te trouvais au moment où tout a disparu? Ce sont des questions très compliquées parce que voilà. Je pense nous ne sommes ni professeurs, ni thérapeutes, et je pense que nous ne sommes pas astrologues non plus. Donc, on va dire qu'on va laisser le destin aussi jouer pour nous. Oui, l'oubli fait toujours très mal. C'est quelque chose qui, voilà, je parlais de mépris au début, et l'oubli fait toujours très mal, mais ça fait aussi partie du jeu de la vie en fait. Il faut être oublié pour revenir. Mais moi, je vais prendre l'oubli comme un ingrédient de la trajectoire. C'est que si cet oubli arrive, il va arriver, j'espère qu'il va pas arriver, mais je pense qu'il va arriver à un moment, ce sera peut-être effectivement une manière de reconstruire une marche différente, peut-être
il faut justement fabriquer les choses différemment, il faut appréhender les choses différemment. Il sera peut-être le temps de changer de géographie aussi, de changer de médium. Je suis pas très optimiste comme personne, pas du tout, mais en même temps, j'essaie toujours de prendre ce qui existe pour en faire quelque chose d'autre. Donc même de l'oubli, je vais essayer peut-être d'en faire autre chose, ou peut-être alors de même. Pour garder un peu le sourire, peut-être que changer de métier, voilà. Ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ça, de vivre encore longtemps, non? Ça, c'est vrai que la base, très importante. Bah oui, parce que sans vie, de toute façon, il se passera beaucoup de choses, il se passera pas beaucoup de choses. Oui, souhaitons-nous la vie, d'une part. Et moi, il y a une chose aussi que peut-être que je rajouterai avec la vie, c'est une vie curieuse, remplie de curiosité. Ça veut dire remplie de surprises et remplie de désirs. Et toujours cette curiosité, qu'elle soit animée en permanence. Écoute Joël, moi c'est tout ce que je te souhaite. Et merci de t'être prêté au jeu, merci pour ce bel échange. Encore merci. Merci.